Donc, bonjour à tous, merci de votre présence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Garance Laurent, qui travaille à Goodvest avec, après le premier webinaire qu'on a réalisé le 24 février dernier avec Félix, où on a pu revoir et balayer un petit peu l'ensemble des grands principes de l'investissement. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du réacteur avec vous, Garance. Garance, elle travaille donc chez Goodver, qui est une plateforme d'investissement responsable, où elle s'occupe notamment d'analyser et de sélectionner les fonds en fonction des critères environnementaux et sociaux exigeants. Et avec elle, aujourd'hui, l'objectif, ça n'a pas forcément de parler des produits, mais d'aller regarder un petit peu comment fonctionne cet investissement responsable, comment on analyse un fonds, comment on évite les pièges par rapport à tout ça. Est-ce que ça vous va comme programme? Bonjour Florent Garance. Est-ce que ça vous va comme programme? C'est parfait, c'est super, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Alors la première chose, c'est déjà, on parle beaucoup d'investissement responsable, on en entend parler, il y a les fonds ESG, il y a l'ISR, il y a les articles 8, article 9. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à s'y repérer là-dedans. Déjà un petit peu, voilà, on pourrait commencer à savoir un peu comment on peut faire pour se repérer dans cette finance durable. Ouais, complètement. Alors effectivement, la finance durable, la finance responsable, l'investissement responsable, c'est des sujets, enfin c'est des termes qu'on entend beaucoup et qui sont des termes très larges, très génériques et qui en fait regroupent plein de sous-catégories un petit peu d'investissement responsable. Donc là, sur le petit support, là, j'ai mis quelques exemples de ce dont on parle en général quand on parle de finance durable au sens large. On peut parler de ce qu'on appelle l'investissement responsable. Le but de l'investissement responsable, pour faire simple, c'est d'intégrer des critères, ce qu'on appelle ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans les processus d'investissement, les processus de sélection, de support d'investissement, notamment dans le cadre de l'épargne. Mais après, à côté de ça, on a aussi, par exemple, les termes de finance verte. Donc là, quand on parle de finance verte, on est vraiment plutôt sur l'axe E de l'ESG, donc vraiment sur tout ce qui va être transition écologique, transition énergétique, empreinte carbone. Donc vraiment des sujets très écologiques et environnementaux plus que sociaux, par exemple. On va aussi avoir tout ce qui est finance solidaire. Donc là, on est plus sur des sujets sociaux, sociétaux. Donc plutôt le S, voire même un peu le G de l'ESG et un peu moins le E, même si évidemment tous ces sujets-là sont intrinsèquement liés. Nous, chez Goodvest, on aime bien dire qu'il n'y a pas de transition sociale sans transition écologique et que évidemment, ce sont des sujets qui sont liés. Mais la finance solidaire, l'objectif, c'est vraiment plus quelque chose qui est tourné vers l'humain que vers l'environnement au sens large. On a aussi un peu dans tout ce contexte d'investissement responsable quelque chose qui s'appelle l'engagement actionnarial. Concrètement, l'engagement actionnarial, ça consiste à acheter les actions d'une entreprise pour détenir un droit de vote et pouvoir ensuite activement venir participer à la direction de l'entreprise. Donc typiquement, il y a un certain type d'investissement responsable où certains acteurs vont volontairement acheter des titres d'entreprises néfastes, entre guillemets, considérés comme néfastes, notamment des majors pétrolières, par exemple, pour détenir des droits de vote et pouvoir avoir un droit juridiquement de se montrer en assemblée générale et de dire non, je pense que votre plan stratégique n'est pas suffisamment ambitieux, d'émettre... Essayer de changer l'entreprise de l'intérieur, quoi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment une approche qui existe aujourd'hui. Il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans. Donc vraiment, leur objectif, c'est acheter des actions d'entreprises qui sont pas au niveau en termes d'impact environnemental, d'impact social, pour essayer justement de les pousser à changer d'un point de vue actionnarial. Ça, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est très difficile, évidemment, parce que il faut avoir des votes suffisamment majoritaires pour avoir un poids, c'est extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose qui existe et qui rentre justement dans ce cadre de finance durable au sens large. Après, la finance durable, évidemment, c'est extrêmement large. Il y a presque autant de d'investissement responsable que d'investisseurs, dans le sens où ça va vraiment être chercher à financer des entreprises qui génèrent un impact positif, mais chacun va avoir sa notion d'investissement positif. Certaines personnes vont être beaucoup plus sensibles aux sujets sociaux, d'autres beaucoup plus sensibles aux sujets environnementaux. Et en fait, selon les objectifs de chacun et selon les sensibilités et les valeurs de chacun, on peut considérer énormément de choses dans ces termes un peu génériques d'investissement responsable, quoi.
Parce que finalement, il n'y a pas de critères normés général à tout le monde en disant voilà ce que doit être en tout cas un fonds responsable, ou voilà dans quelle voie votre entreprise doit pouvoir s'orienter pour être enfin dans les clous. Par exemple, pour Total, ou si on pense à eux, ou même Engie, ou voilà, quand il finance des choses sur le plan responsable, quelle est la frontière entre le greenwashing ou la réelle efficacité, quoi. C'est un peu un des gros sujets aujourd'hui de la finance durable, c'est qu'il y a de plus en plus de réglementations, mais ces réglementations, elles ne disent pas, voilà, cette entreprise ou cet investissement est responsable ou ne l'est pas. C'est pas malheureusement tout noir ou tout blanc, c'est qu'il y a cette dimension et cette approche de transition, justement, de transition écologique, de transition sociale. Et donc, toute entreprise, globalement, va se positionner sur le spectre de la durabilité, plus ou moins durable ou plus ou moins pas durable. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut pas dire cette entreprise l'est, cette entreprise ne l'est pas. Souvent, des entreprises vont avoir plusieurs activités qui cohabitent, qui sont plus ou moins durables. Et au-delà de juste dire une entreprise est responsable ou pas, il y a le terme d'impact aussi. Parfois, on parle d'investissement à impact. Qu'est-ce que ça veut dire un investissement à impact? C'est pas forcément pareil que une entreprise en transition. Une entreprise en transition, ça peut être une entreprise qui a une activité qui est relativement neutre d'un point de vue environnemental, mais qui va quand même essayer de mettre en place les meilleures pratiques pour améliorer ses démarches d'un point de vue social, d'un point de vue gouvernance, etc. Donc, qui est dans une démarche d'amélioration continue, mais dont l'activité n'a pas forcément un rôle clé pour la transition. À l'inverse, il y a des activités ou des secteurs même qui sont clairement des secteurs centraux pour la transition, donc typiquement l'énergie. Une entreprise du secteur de l'énergie, c'est un rôle qui est central, donc par définition, on est sur une activité clé de la transition. Pour autant, là, on va avoir des entreprises qui sont très durables, puisqu'elles vont faire, par exemple, que du renouvelable, et des entreprises qui sont pas du tout durables, parce qu'elles vont faire que du fossile. Il y a aussi des entreprises qui sont dans le spectre entre les deux, qui, justement, s'engagent à fermer toute leur capacité fossile pour passer à du renouvelable. Bon, voilà, c'est super. C'est grâce à ces entreprises-là qu'on fait la transition. Maintenant, est-ce qu'on dit qu'elles sont durables ou pas, puisqu'elles sont en transition? Elles sont pas encore durables, mais elles visent à l'être. Donc, tout ça, c'est des sujets qui, évidemment, sont assez complexes et on peut pas, en fait, dire cette entreprise est durable, cette entreprise ne l'est pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de règle générale pour dire ce fonds, il est responsable, ce fonds, il l'est pas. Tout va dépendre des critères qu'on utilise et du positionnement qu'on va adopter pour déterminer ces facteurs-là d'un point de vue de l'investisseur. Donc, c'est pour ça que c'est important, pour éviter le greenwashing, justement, d'avoir des critères clairs de sélection, de savoir sur quoi on base. Sinon, on avance. Oui, complètement, parce que notamment quand on va dans de l'assurance vie et qu'on ouvre chez autre que chez Goodvest notamment, mais quand on ouvre et qu'on regarde un peu et qu'on prend dans leurs critères de sélection ESG par exemple, on en voit énormément. Et du coup, comment savoir si ce fonds-là, il est vraiment vert, ou est-ce qu'il faut aller regarder du coup dans le cœur du réacteur? Quels conseils vous pourriez nous donner justement concrètement pour aller regarder ça? Comment on peut faire? Bien sûr, plusieurs sujets déjà. Donc je montre un petit support là sur les labels. Souvent, dans l'investissement, donc quand on va voir sa banque, quand on va voir son assureur, etc., pour investir son épargne, et qu'on exprime sa volonté d'investir de manière responsable, aujourd'hui, normalement, il y a des réglementations qui imposent aux banques, aux assureurs, etc., de proposer ou à minima de demander aux épargnants s'ils souhaitent prendre en compte la durabilité dans leurs investissements. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout demandé de manière systématique, mais en tout cas, à minima, si vous exprimez à votre banquier, à votre conseiller en investissement, la volonté d'investir responsable, ils doivent être en mesure de vous proposer un investissement qui respecte ces critères-là. Maintenant, il n'y a pas de normes sur qu'est-ce qui constitue un investissement responsable ou pas. Et la réalité, c'est que la plupart des banques traditionnelles et des principaux conseillers en investissement, aujourd'hui, se basent essentiellement sur les labels. Et vont dire, on va, dans ce cas-là, si vous souhaitez investir responsable, au lieu de vous faire investir dans un fonds qui va investir dans des actions mondiales, on va vous faire investir à la place dans un fonds qui investit dans des actions mondiales, mais ce fonds-là, il sera labellisé. Donc, ce sera des actions mondiales qui seront sélectionnées sur la base de critères ESG. Maintenant, ces critères ESG, ils dépendent de la société de gestion qui va créer le fonds et des scores que décide d'attribuer cette société de gestion à chacun des critères qu'elle va utiliser. Donc, par exemple, la société de gestion, elle va décider d'utiliser le nombre d'emplois créés par l'entreprise comme un critère social positif. Peut-être qu'elle va attribuer 10% à ce critère-là.
mais une autre société va attribuer 5% à ce critère-là. Et donc, en fait, ces critères ESG, ils sont absolument pas normés, ils sont extrêmement hétérogènes d'une société à une autre. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des labels. Donc, concrètement, des labels financiers, c'est juste des étiquettes qu'on attribue à un fonds au même titre que si vous allez acheter votre poulet label rouge, bah voilà, il va y avoir une étiquette qui vous engage, enfin qui engage le producteur à respecter un certain nombre de critères. Malheureusement, ces labels-là, c'est pas forcément un gage d'exemplarité. Chaque label, c'est une liste de conditions à respecter. Ces conditions-là, évidemment, elles peuvent pas être illimitées, donc elles vont avoir un certain axe et un certain objectif à remplir. Et chaque label vise des objectifs qui peuvent être différents d'un label à un autre et qui peuvent être plus ou moins ambitieux aussi. Donc là, sur la slide, vous pouvez voir quelques exemples de labels, les principaux labels français notamment. C'est le label ISR, donc ISR pour investissement socialement responsable. Ce label ISR, c'est le plus répandu. Il y a plusieurs centaines, voire près d'un millier, je pense, de fonds qui sont labellisés ISR en France. Et ce label ISR, c'est un label typiquement qui a été créé en 2016, je crois, par le ministère de l'économie et des finances en disant, bon, on va créer un label qui identifie les fonds qui investissent dans des entreprises qui ont les meilleures pratiques ESG dans leur secteur. L'objectif étant de privilégier, dans tous les secteurs confondus, dans l'économie, les meilleurs acteurs d'un point de vue durabilité. En revanche, l'objectif de ce label, ça reste d'être un label généraliste et de financer la totalité de l'économie, puisqu'on est encore sur un label, encore une fois, qui a été créé par le ministère de l'économie. Donc le but, c'est de dire, on doit financer tous les secteurs de notre économie, mais dans ces secteurs-là, il y a des meilleurs acteurs, des moins bons acteurs, et on va privilégier les meilleurs. Le label Greenfin, par exemple, à l'inverse, c'est un label qui, lui, a été créé par le ministère de l'écologie, de la transition énergétique. Et donc, lui, l'objectif, c'est spécifiquement de financer cette transition. Donc, on n'est pas du tout sur un objectif qui est identique, en fait. Le label ISR est beaucoup plus diversifié d'un point de vue classe d'actifs, par exemple. On n'est pas spécifiquement sur financer la transition, on est sur financer l'économie et limiter la casse, entre guillemets, en sélectionnant les meilleurs acteurs. Greenfin, on est dans une démarche d'amélioration, de financement spécifiquement des activités clés de la transition, donc les bâtiments écologiques, voilà. Donc, et des secteurs qui sont vraiment clés, les transports propres, voilà. Et donc, du coup, on est vraiment sur deux labels qui cohabitent, mais qui n'ont pas du tout le même objectif et qui n'ont pas du tout la même méthode. Et donc, en fait, c'est important aussi de connaître ces différences qu'il peut y avoir entre chaque label, puisque tous les labels ne se valent pas et tous les labels ne sont pas forcément gages d'exemplarité sur la base de l'approche que vous souhaitez avoir en tant qu'investisseur. Donc là, j'ai parlé de ces deux labels qui sont très axés durabilité plus environnement. Mais par exemple, le label Finansol, c'est un label sur la finance solidaire. Évidemment, il prend quand même en compte des critères environnementaux, mais l'objectif, c'est vraiment analyser d'un point de vue solidaire. Donc, si vous êtes un investisseur qui fait très attention à la transition écologique et que vous êtes moins sensible aux enjeux sociaux ou sociétaux, bah, le label Finansol, entre guillemets, il ne va pas vous intéresser. Il n'est pas pour vous, quoi. Donc, évidemment, et tout à l'heure, on parlait de actionnariat, l'impact actionnarial. Ouais. Est-ce que plutôt ces fonds-là vont être dans les ISR plutôt que des Greenfin? Alors, aujourd'hui, l'engagement actionnarial, le label ISR, il a beaucoup évolué ces dernières années. Notamment, là, on a ce qu'on appelle le label ISR V3, puisqu'en fait, le label ISR, jusqu'à il y a quelques années, je crois qu'il y a une ou deux stats dans les slides là-dessus, et le label ISR, jusqu'à il y a quelques années, investissait encore massivement dans les énergies fossiles. Donc là, sur ce slide, on peut voir un fonds sur 4 labellisé ISR en 2024 comprenait du Total Énergie. Donc un fonds qui était labellisé investissement socialement responsable, investissait dans Total Énergie. Il y a une rationnelle derrière ça. Pourquoi on investissait dans Total Énergie? Total Énergie, c'est une entreprise du secteur pétrolier, pétro-gazier, qui finance encore massivement le développement d'énergie fossile, alors même qu'aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas financer de nouveaux projets fossiles. L'AIE le dit, le GIEC le dit, on est tous d'accord pour dire que pour respecter nos engagements, pour respecter les objectifs de l'accord de Paris et nos engagements mondiaux, on doit cesser ces investissements-là. Pourtant, Total Énergie le fait encore, mais en fait, Total Énergie, à côté de ça, ils vont aussi aller financer beaucoup d'énergies renouvelables, et en tout cas beaucoup plus que leurs concurrents pétro-gaziers. Si on compare à BP, à Shell, etc., qui vont, eux, beaucoup moins s'intéresser aux énergies de transition. Et donc, en fait, si on compare dans un même secteur, en l'occurrence le secteur pétro-gazier et le secteur de l'énergie un peu traditionnel, Total Énergie est le meilleur acteur. Alors, de là à dire que c'est un bon acteur, c'est pas mon avis personnel, mais voilà, c'est le meilleur acteur par rapport à d'autres concurrents, ou en tout cas un des meilleurs. Par exemple, sur les sujets sociaux, sur les sujets de gouvernance, ils sont beaucoup plus avancés
que certains concurrents pétro-gaziers qui, concrètement, n'en ont rien à faire et ne s'en cachent pas. Et donc, du coup, pourquoi, et pour cette raison-là, Total Energy avait des scores ESG qui étaient bien meilleurs. Et donc, pour avoir une certaine diversification sectorielle, on allait investir dans tous les secteurs, dont le secteur de l'énergie. Et donc, le meilleur acteur qui était privilégié sur ces fonds-là, c'était Total Energy. Sauf qu'en fait, derrière cette rationnelle-là, il y a eu beaucoup de critiques de dire, en fait, il y a des secteurs qui, par définition, ne sont pas compatibles avec un label ISR et doivent être exclus. Et à l'époque, le label ISR n'excluait aucun secteur. Aujourd'hui, en certains secteurs très niches, typiquement des secteurs de l'armement, etc., mais par exemple, les énergies fossiles n'étaient pas exclues. Donc, il y a eu des changements maintenant dans le nouveau label ISR. Les énergies fossiles non conventionnelles, les énergies conventionnelles, les développements de nouveaux projets sont exclus. Donc, aujourd'hui, Total Energy ne peut plus être dans un fonds ISR. Mais à l'époque, c'était encore le cas. Donc, c'est pour dire, encore une fois, ça montre les limites des labels. C'est que, voilà. Et l'engagement actionnarial, souvent, va investir dans des actifs comme Total Energy parce que, justement, il y a cette logique derrière de faire changer les choses de l'intérieur. Et donc, souvent, les fonds dédiés à l'engagement actionnarial vont pas forcément être la cible des labels. D'accord, ouais, parce qu'en fait, mais en plus, il faut le savoir dans le fond. Alors là, vous mettez sur la slide qu'il faut effectivement regarder la composition des fonds, à minima les 10 premières lignes. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on ouvre le fonds que vous avez, vous tapez l'ISIN, là, qui est l'immatriculation du fonds, puis généralement, vous avez la composition, et c'est là-dessus que vous regardez les entreprises, et puis en gros, vous regardez sur Wikipédia ou sur Google, c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'on connaît évidemment pas le nom de toutes les entreprises. Ça peut être une stratégie intéressante. Complètement. Pour un investisseur qui veut, tout seul, entre guillemets, pouvoir fouiller un peu ce qu'il y a dans ses investissements et essayer de comprendre est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment une stratégie d'impact derrière ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment greenwashing et qui n'est pas du tout à la hauteur de ses exigences. En fait, déjà, pas forcément se fier au nom du fonds parce que les noms des fonds, encore une fois, parfois peuvent être vendre un petit peu du rêve et en fait, on se rend compte que derrière la méthodologie qui est appliquée n'est pas forcément suffisamment ambitieuse. Ça, il y a eu aussi des changements de réglementation depuis il y a quelques années. En 2024, l'ESMA, qui est un peu la police des marchés et des fonds d'investissement, a mis en place une nouvelle réglementation qui a proposé des guidelines qui ont ensuite été mises en place par l'AMF, qui disait, OK, voilà tous ces noms-là, donc par exemple sustainability, vert, durable, etc. C'est des termes qui sont beaucoup plus réglementés qu'avant et qu'on peut pas utiliser comme ça à tire-larigot dans les noms des fonds sans qu'il y ait des réglementations. Et suite à ça, il y a, je crois, 64%. Regarde, je m'étais noté la stat. 64% des fonds qui ont changé de nom suite à cette réglementation. Donc c'est pour dire que ça veut dire qu'il y a 64% des fonds qui ont considéré qu'en fait l'utilisation du terme elle était un peu trop risquée et donc ils préféraient pas l'utiliser. Donc c'est qu'ils eux-mêmes n'étaient pas très sûrs du niveau d'engagement qu'ils avaient, quoi. Donc, ça montre à quel point il ne faut pas forcément se fier au nom d'un fonds. Évidemment, ça donne une indication, mais en fait, ça ne suffit pas. Alors aujourd'hui, c'est plus réglementé, mais malgré tout, il peut y avoir un peu des trous dans la raquette et on peut avoir des fonds qui ont un nom qui vend du rêve et en réalité, derrière, c'est pas forcément… Donc, d'où l'intérêt d'aller creuser concrètement, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds? Aujourd'hui, tous les fonds ne publient pas ce qu'on appelle l'inventaire, donc c'est vraiment les sous-jacents et les entreprises qu'il va y avoir à l'intérieur du fonds. Tous les fonds ne publient pas publiquement leur composition. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies d'investissement dans certains fonds qui font que leur stratégie, ils veulent pas qu'elle soit copiée par un concurrent. Donc les poids qu'ils vont attribuer aux différents fonds, etc., parfois peut être privé. Ou alors peut être publié, mais avec certains mois de décalage. Donc nous, en tant que chez Goodvest, en tant qu'experts du secteur, on signe des accords de confidentialité avec les entreprises pour justement qu'elles nous envoient le détail précis qu'elles ne publient pas forcément. Ce qui est publié, c'est ce qu'on… Justement, je voulais savoir un peu comment vous faites alors du coup. Donc nous, du coup, on signe des accords de confidentialité avec ces entreprises-là. Après, pour ce qui est des ETF, donc c'est des fonds d'investissement qui ont une approche spécifique qui répliquent des indices de marché. Là, pour le coup, comme on réplique un indice qui est public, cet indice-là, forcément, il est public. Donc, en fait, on peut avoir la composition en ligne. En revanche, pour ce qui est de ce qu'on appelle les fonds de gestion active, donc c'est des fonds vraiment avec une stratégie qui va être propre à la société de gestion de ce fonds. Là, souvent, c'est pas public. Et donc, souvent, nous, en tant qu'acteurs de l'épargne financière, etc., on a un peu un avantage de pouvoir justement signer ces accords de confidentialité pour avoir le détail de l'inventaire. En revanche, ce qui est toujours public, c'est le top 10 des 10 entreprises les plus pondérées dans le fonds.
Et ça, comme vous le disiez, en tapant ce qu'on appelle le code ISIN, hein, donc ISIN, oui, c'est ça. On peut obtenir sur Google assez facilement, en tapant ce code-là, les pages du fonds, et là, télécharger ce qu'on appelle souvent des rapports mensuels ou des fact sheets, ça s'appelle également. Et là, souvent, il y a le top 10 des entreprises. Et donc, parfois, vous allez avoir un peu des usual suspects, vous allez vous dire, bon, ok, en fait, quand j'investis dans un fonds États-Unis durable et que mon top 10, il y a toutes les GAFAM dedans, ça arrive très souvent. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a la stratégie de pondération qui va utiliser des scorings USG, donc on peut dire que c'est un fonds États-Unis USG. Maintenant, de là à dire que c'est une stratégie à impact, pas forcément. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de ESG qui est utilisé derrière. Mais en fait, ça veut pas dire que derrière, on va financer les entreprises de la transition comme le souhaitent généralement les gens qui souhaitent investir responsable. Et en fait, c'est là un décalage entre ce que l'univers de la finance et le monde financier avec ses réglementations a créé et en fait les attentes réelles des épargnants derrière qu'on n'écoute jamais et qu'on n'interroge même pas. Et où en fait, on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre ce que pensent faire les gens quand ils choisissent des fonds ISR et ce qu'ils font vraiment. Mais en fait, ils comprennent pas la logique derrière parce qu'évidemment, c'est extrêmement complexe. Et du coup, c'est là qu'on a ces risques de greenwashing, de proposer quelque chose à quelqu'un sans lui expliquer la rationnelle derrière et comment c'est créé, quoi. Donc effectivement, regarder le nom du fonds, ça suffit pas. Et regarder le top 10 des entreprises qui sont financées, c'est un bon indicateur pour se dire, ok, est-ce que là, on est sur un truc qui est à côté de la plaque, entre guillemets, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de sérieux et où on voit des entreprises de secteurs clés de la transition qui paraissent cohérents. Ouais, d'accord. Ouais, forcément, il faut avoir un regard toujours critique de façon sur ce qu'on nous propose et jamais suivre à l'aveugle dans tous les cas dès qu'on vous propose quelque chose, d'aller quand même vérifier tout ça, quoi. Et concrètement, vous arrivez à avoir accès quand même au reporting des sociétés, les fonds vous ouvrent leurs portes malgré tout, parce que c'est un milieu assez opaque quand même et pas forcément simple. Oui, complètement. Nous, du coup, encore une fois, du coup, on parle de greenwashing et de manque de transparence. Nous, une de nos valeurs clés chez Goodvest, c'est la transparence, justement. Donc, on essaye au maximum d'expliquer. Et l'éducation financière aussi, la méthodologie, la pédagogie, ça fait vraiment partie des choses qu'on essaye de faire pour que les gens déjà comprennent l'impact de leur épargne. Aussi, j'avais mis des petits éléments sur les statistiques clés du constat en fait de où on en est aujourd'hui. Ça, c'est assez parlant, cette jauge. C'est qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, donc si on regarde un indice action qui investit dans tous les pays du monde, donc pas uniquement les pays développés, mais aussi les pays émergents, pardon. Émergents, ouais. C'est une trajectoire de 3,9 degrés sur la base de la méthodologie qu'on utilise. Si on compare à nos portefeuilles, nous, on est à 1,72 degrés, mais 3,9 degrés, ça en dit long quand on connaît les objectifs de l'accord de Paris qui sont maximum 2 degrés, voire tendre vers 1,5 degrés. Donc, on en est très, très loin. Et donc, on se rend compte que il y a un manque d'exigence, clairement. Voilà. Et sur les besoins de financement, pareil, il y a plein de statistiques qui montrent qu'on a des besoins énormes de financement de la transition écologique et que pourtant, on en est très, très loin, quoi. Et donc, nous, effectivement, dans ce secteur assez opaque, on a une exigence qui est la transparence, on a un engagement vis-à-vis de nos clients qui est de leur proposer quelque chose qui soit vraiment ambitieux et qui respecte certains critères clés qu'on s'est fixés. Globalement, ces critères clés, il y en a 3 gros piliers. Le premier, c'est des exclusions. Le deuxième, c'est l'empreinte carbone et la trajectoire de réchauffement climatique, donc justement être en dessous de ces 2 degrés de l'accord de Paris. Et la troisième, c'est l'analyse de la biodiversité, de l'impact sur la biodiversité. Le premier, où là, il y a un vrai besoin de transparence, et en fait, de toute façon, pour respecter ces 3 piliers, nous, on a besoin de savoir concrètement, exactement, ligne par ligne et entreprise par entreprise, qu'est-ce qu'il y a derrière les fonds. Donc nous, on va faire un peu ce travail d'archéologue, de solliciter les sociétés de gestion, signer un accord de confidentialité, et de toute façon, si la société de gestion refusait de nous donner l'inventaire, on leur dirait non, on n'investit pas dans votre fonds si vous ne voulez pas nous donner de détails. Aujourd'hui, ça ne nous arrive pas. En réalité, même si c'est un secteur opaque pour l'investisseur final, donc l'investisseur vraiment grand public, nous, on est une entreprise d'investissement. Donc en fait, entre guillemets, on n'a pas du tout le même... les sociétés de gestion n'ont pas du tout les mêmes relations avec nous qu'elles peuvent avoir avec le grand public. Donc nous, on signe encore une fois des accords de confidentialité, mais vous vous doutez bien que si chaque investisseur, chaque épargnant devait aller signer un accord de confidentialité, ce serait ingérable
société, évidemment. Donc nous, on a cette chance, entre guillemets, cet avantage-là d'être un professionnel du secteur et de pouvoir signer ces accords-là. Et ensuite, elle nous envoie vraiment le détail, donc avec le code ISIN, le nom de l'entreprise et le poids dans le fond de tout le détail, ligne par ligne. Et ensuite, nous, ça, on va le faire un peu tourner dans notre petite moulinette, puisqu'on a un outil, du coup, qui est très... Bon, alors, vous connaissez peut-être Carbone 4, qui est un gros groupe de conseils, notamment en transition. Et ils ont notamment une filiale qui s'appelle Carbone 4 Finance et qui est spécialisée dans la fourniture de données climatiques. Donc, nous, on travaille avec eux en tant que fournisseur de données. Et ensuite, derrière, dans leur outil, on va pouvoir charger toutes ces informations qu'on a récoltées auprès des sociétés de gestion. Et ça va nous fournir des rapports, etc., et des statistiques et des données sur l'empreinte carbone de chaque entreprise, sur différents périmètres, sur l'exposition du chiffre d'affaires aux énergies fossiles. Donc, c'est ce qu'ils appellent la fossil share. La fossil share, globalement, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise vient des énergies fossiles. Voilà, donc on a pas mal d'informations. Et à partir de tout ça, nous, on va trier et on va dire, OK, premièrement, on veut 0 énergie fossile. Entre autres secteurs, parce qu'on exclut aussi le tabac, on exclut aussi l'armement, on exclut aussi les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. C'est des exclusions qui sont relativement classiques. Les énergies fossiles, pour le coup, c'est quelque chose où la plupart des acteurs aujourd'hui ne vont pas du tout aussi loin que ce qu'on fait nous, puisqu'ils se contentent d'exclure les entreprises qui ont plus de 50% de leur chiffre d'affaires qui vient du fossile, par exemple. Nous, dès le moindre euro investi, on va aller creuser, on va aller dire, OK, cette entreprise, quelle est son activité? Pourquoi elle est exposée aux énergies fossiles? Voilà. Et donc, toutes les entreprises clés du secteur qui développent des nouveaux projets, encore une fois, l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, et le GIEC sont unanimes pour dire qu'il faut cesser ces investissements-là. Donc, nous, on les exclut. Ça, c'est une première chose qu'on va faire pour s'assurer que, en termes de greenwashing, on n'est quand même pas à côté de la plaque. Deuxième chose, c'est la trajectoire de réchauffement climatique et donc l'empreinte carbone. Cette trajectoire, elle est calculée grâce à l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle dépend de plein d'éléments. Elle dépend notamment des publications des entreprises. Mais parfois, les entreprises publient uniquement leurs émissions directes, pas leurs émissions indirectes. Par exemple, une voiture, donc je sais pas, Ford, Renault, Peugeot, je ne sais quoi. Ces entreprises-là, elles vont avoir des émissions du fait de la production dans les usines de leur voiture. Mais ensuite, derrière, il faut aussi prendre en compte le fait que, est-ce que c'est une voiture électrique, est-ce que c'est une voiture à essence? Si c'est une voiture à essence, sur toute sa durée de vie, elle va produire plus elle va émettre plus de CO2 qu'une voiture électrique. Et ça, c'est des choses qui sont pas forcément publiées par les entreprises, puisque c'est des émissions qu'on appelle des émissions indirectes. Et ça, nous, grâce à notre méthodologie, on le prend aussi en compte. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision très complète de l'entreprise sur toutes ses activités et toute la durée de vie des produits. Quel est son impact climatique? Et à partir de ça, on en déduit une trajectoire de réchauffement climatique. Pareil, on a énormément de fonds aujourd'hui qui nous disent on est aligné sur l'accord de Paris. Et en fait, quand on mesure selon notre méthodologie qui est reconnue comme étant une méthodologie très poussée, puisque Carbone 4 Finance, c'est vraiment un acteur reconnu du secteur, on se rend compte qu'en fait, les fonds parfois sont à 3 degrés, 3 degrés 5. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des différences méthodologiques, des divergences méthodologiques qui font que certains fonds qui se disent responsables, etc., ne sont pas du tout assez exigeants. Pourquoi? Par exemple, un exemple assez simple, sur le périmètre de l'empreinte carbone, parfois ces fonds-là, ils ne prennent en compte que les émissions directes. Donc sur la base des émissions directes, l'entreprise n'est pas très émettrice, mais en fait, si on voit un peu si on prend un peu du recul et qu'on voit un peu l'image de plus haut, on se rend compte qu'en fait, ces activités indirectement sont néfastes. Quand nous, on prend en compte les éléments indirects, on n'a pas du tout la même trajectoire que va avoir la société en prenant en compte uniquement les émissions directes. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments, c'est un travail évidemment très de fourmi et qui doit effectivement prendre un certain temps. Et moi, la question que je me posais aussi, c'est qu'avoir toute la sélectivité que vous avez là sur les fonds, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, et que vous excluez un certain nombre de secteurs, une sorte de surconcentration d'un portefeuille vers des entreprises, alors déjà qui doivent être un petit peu plus jeunes. On dit souvent que c'est plutôt du growth, donc de la croissance quand on est dans le vert, plutôt que du value, c'est-à-dire des choses qui sont très établies et donc du coup voilà. Et sur la concentration aussi sectorielle, ça limite un peu la diversification du portefeuille dans ce genre de sélection. Alors effectivement, avec la sélection qu'on fait aujourd'hui et les exclusions notamment sectorielles, on a un univers d'investissement qui est beaucoup moins large, ce
qu'il y a énormément de fonds en fait qui ne passent pas nos critères de sélection. Ça n'empêche pas maintenant de faire une certaine diversification. Du coup, la diversification est particulièrement clé dans le cadre des investissements que nous, on peut réaliser. Il y a déjà de la diversification par classe d'actifs. Donc, on ne va pas investir uniquement dans les actions. On va adapter en fonction des profils de risques investisseurs, de personnes auxquelles on s'adresse en diversifiant avec des obligations. Donc, c'est de la dette d'entreprise et des actions. Donc, pour avoir un niveau de risque qui est quand même plus maîtrisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de la diversification géographique. On n'investit pas uniquement en Europe, par exemple. On va investir dans toutes les zones géographiques. Notamment, par exemple, depuis quelques années là, et notamment l'année dernière avec l'élection de Donald Trump, etc., on voit qu'il y a des divergences géographiques énormes. Aux États-Unis, il y a eu une énorme dépendance au dollar. Donc, en fait, on a eu des performances en euros qui étaient très mauvaises, qui ont beaucoup baissé, en tout cas à cause de la baisse du dollar. En Europe, on a eu des performances qui étaient quand même assez bonnes. Dans les pays émergents, des performances qui étaient très bonnes l'année dernière. Donc, en fait, on voit que les régions du monde, de plus en plus, malgré la mondialisation, etc., on a quand même des régions du monde qui marchent un peu dans des créneaux différents. Il y a des années où certaines surperforment, d'autres sous-performent. Donc, c'est important d'être exposé sur toutes les zones géographiques. Et vous vous exposez également aux émergents, du coup? On a des fonds émergents, effectivement. Alors, aujourd'hui, c'est des fonds qui sont optionnels dans nos allocations. On avait une thématique pays émergents et pour la petite anecdote, on a dû la supprimer puisqu'il y avait un fonds, le fonds en l'occurrence qu'on avait sélectionné qui a modifié sa stratégie d'investissement et qui a commencé à investir dans une entreprise qui avait des énergies, qui était impliquée dans les énergies fossiles. Donc on a décidé de supprimer ce fonds. En revanche, là, on est en train de travailler sur la section de nouveaux fonds de remplacement justement. Pour pouvoir reproposer à nos clients de pouvoir investir dans les pays émergents, puisque justement c'est un sujet clé. Alors c'est pas un fonds qui est obligatoire dans nos portefeuilles, mais c'est un fonds qui est optionnel et que beaucoup de nos clients sélectionnent et beaucoup de nos clients aiment beaucoup cette thématique parce que justement ça apporte de la diversification géographique qui est hyper importante dans la période qu'on connaît actuellement, quoi. Ouais, puis même, allez-y, finissez. Sur la diversification sectorielle, du coup, pour finir, effectivement, il y a certains secteurs dont on se coupe, donc notamment la défense et les énergies fossiles, et certaines années à court terme, on va dire dans certains microcycles, qui vont surperformer très largement, notamment en 2025. Les deux secteurs, alors là, depuis début 2026, évidemment, les énergies fossiles, avec la période qu'on connaît au Moyen-Orient, évidemment, on atteint des niveaux extrêmement élevés et donc performent très bien. Donc ça, c'est des supports auxquels on n'est pas exposé et donc forcément, on ne profite pas, entre guillemets, on peut dire qu'on profite de cette période-là, mais on ne profite pas en tout cas de la hausse de ces secteurs-là. Idem pour la défense, depuis quelques années, avec tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, etc., on a une prise de conscience globale, notamment en Europe, sur l'importance de la souveraineté européenne, etc., notamment avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, qui a une politique militaire assez active, on va dire. Et donc, sur ce sujet-là, la souveraineté européenne, elle est vraiment remise sur le devant de la scène. Et il y a des plans de financement de la défense massif en Europe qui profitent énormément au secteur. Et donc, Goodvest ne profite pas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si on se place sur un horizon plus long terme, nous, chez Goodvest, on fait des produits d'épargne. Des produits d'épargne, on ne réfléchit pas du tout sur du court terme. On n'est pas là pour investir pendant 1 an. L'assurance vie, c'est un produit qui se réfléchit sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. C'est notamment des outils pour la transmission de patrimoine, etc. Il y a des avantages fiscaux au bout de 8 ans. Donc, on est quand même sur des horizons de long terme. Le plan d'épargne retraite, j'en parle même pas. Souvent, on l'ouvre pour préparer sa retraite à plusieurs dizaines d'années de la retraite. Donc, on est sur des horizons de long terme. À court terme, effectivement, il y a des périodes de marché où la défense a très bien fonctionné, les énergies fossiles aussi. Maintenant, à plus long terme, nous, on est convaincus que c'est pas ces secteurs-là qui vont faire la différence. En revanche, les secteurs clés de la transition, l'électrification, les énergies renouvelables, elles, à long terme, forcément, elles vont tirer le épingle du jeu, parce qu'en fait, on a des incertitudes sur beaucoup de sujets aujourd'hui dans le monde qu'on connaît. En revanche, il y a une incertitude qu'on n'a pas du tout, c'est que le climat, il continue de se réchauffer et qu'il va falloir s'y adapter et développer les éléments nécessaires pour s'y adapter. Donc, en fait, ces secteurs-là, de toute façon, ils ont un avenir. Voilà, et il y a des catalyseurs importants sur ce secteur-là. Maintenant, effectivement, sur certaines périodes de marché, et notamment, vous parliez tout à l'heure des taux d'intérêt, etc., c'est des investissements souvent, encore une fois, de long terme, et donc qui demandent des besoins en financement très importants. Et donc, besoin en financement veut dire emprunt, et emprunt veut dire
dépendance au taux d'intérêt. Et donc, tout ce qui est très long terme et forte dépendance au taux d'intérêt, dans la période qu'on connaît, encore une fois, avec le prix de l'argent qui augmente, des taux d'intérêt qui sont élevés, forcément, ça peut impacter à court terme ces entreprises-là. Mais la réalité, c'est que typiquement, si on parle des énergies renouvelables, la technologie derrière, elle est devenue rentable, elle est devenue même plus attractive beaucoup que les énergies fossiles. Et donc, en fait, il y aura des financements dans ces secteurs-là, même si ça coûte cher, même si sur les taux d'intérêt sont élevés. En fait, c'est des technologies d'avenir et donc forcément, à long terme, il y a des catalyseurs hyper importants pour ces secteurs-là. De toute façon, avec la raréfaction des matières premières, je vois pas très, surtout des énergies fossiles, c'est indispensable en fait. Parce que typiquement, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est entre guillemets des bruits de marché à court terme, puisque évidemment, là maintenant tout de suite, on a besoin de pétrole et on n'en a pas, donc le pétrole coûte plus cher. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'à très long terme, le pétrole va indéfiniment coûter cher. Et surtout, au bout d'un moment, on n'en aura plus. Donc en fait, forcément, la valeur des énergies renouvelables par d'autres sources que les sources pétrogazières vont aussi prendre en valeur parce que ce sera les seules sources qu'on aura à un moment donné, quoi. Donc évidemment, il y a quand même des catalyseurs sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'à court terme, il peut y avoir des bruits de marché ou des périodes ou des années où l'ISR et l'ESG n'est pas à la mode et en fait, c'est pas forcément les meilleures années. Maintenant, nous, on est convaincus qu'à long terme, c'est des investissements clés. Il y a un autre sujet, c'est qu'en général, les entreprises qui prennent en compte l'ESG, qui prennent en compte la durabilité, ont souvent tendance à avoir des risques moins élevés, puisque du coup, il y a beaucoup plus de contrôles qui sont faits, et donc on a souvent moins de risques de controverses, moins de risques d'amendes, moins de risques, globalement de risques internes d'entreprise. Et donc, c'est souvent des entreprises aussi qui sont plus résilientes. Donc oui, complètement. Puis moi, j'avais eu cette discussion avec Vincent Auria, que vous devez connaître, qui fait le score carbone. Et du coup, lui, il disait qu'il avait justement ce score carbone prenait en compte les émissions de CO2 dans le bilan des entreprises en leur baissant en fait les bénéfices. Et on voit que finalement, il disait que pratiquement la moitié du CAC 40 sortait du CAC 40 justement si on commençait à prendre en compte leur bilan carbone, quoi. Ouais, complètement. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui où c'est pas du tout, en fait, le risque climatique n'est pas du tout pris en compte dans les valorisations de ces entreprises-là. Et en fait, c'est un peu, on met un peu la poussière sous le tapis, mais il y a un moment donné où ça va être obligé de le prendre en compte, puisqu'en fait, on peut pas indéfiniment. Il y a quelque chose qui s'appelle les actifs échoués, qui est assez intéressant. C'est toutes ces actifs d'infrastructure qui ont une valeur aujourd'hui, mais qui un jour n'en auront plus, et qui ont en quelque sorte une date de péremption, et on le sait. Par exemple, un puits de carbone, aujourd'hui, ça coûte hyper cher tant qu'il y a du carbone en dessous, mais du jour au lendemain, quand il n'y a plus de carbone, ça ne vaut plus rien. Ouais. Et en fait, ça, typiquement, c'est des actifs ou les sociétés qui n'ont pas forcément de plan de transition, et notamment les entreprises du secteur pétrolier, mais en fait, elles ont un vivier d'actifs qui vont devenir des actifs échoués qui est énorme. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont valorisées sur la base de ces actifs qui fonctionnent à date, mais qui vont plus fonctionner dans quelques années, et on le sait d'ores et déjà. Et pourtant, c'est pas forcément pris en compte dans la valorisation sur les marchés financiers de ces entreprises-là, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui à long terme, forcément, finira par éclater en quelque sorte, quoi. Et dans les critères ESG ou dans les sélections des fonds que vous faites, est-ce que vous investissez aussi dans le secteur de la santé, par exemple? Est-ce que ça fait partie des choses, ou même, je suppose, dans les infrastructures, des choses comme ça, vous devez, c'est le secteur où vous devez aller? Nous, dans les approches, comme je disais, donc il y a cette approche un peu d'exclusion, et notamment d'exclusion des énergies fossiles, qui est un des gros piliers. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ces exclusions-là, on va aller regarder l'empreinte carbone pour s'assurer qu'on va financer des entreprises qui, au global, mises bout à bout, ont une cohérence sur le financement de l'économie d'un point de vue trajectoire de réchauffement climatique. En revanche, on va aussi derrière aller nous sélectionner des thématiques sur plusieurs secteurs d'investissement ou plusieurs approches. Notamment, on a une thématique santé, et en plus de cette thématique santé, on a évidemment, dans tous les fonds dans lesquels on investit, des sociétés de gestion derrière qui, elles, vont faire un travail de sélection qui, parfois, peut être porté sur des critères, notamment sociaux. Dans les critères sociaux, il y a beaucoup de critères, par exemple, de santé. Donc, c'est un peu, à la fois, on va financer des entreprises du secteur de la santé au sens large dans notre approche, et en plus, on a une thématique santé, donc, ou alors on a aussi des fonds qui vont avoir une approche plus sociale, où là on est plus sur des sujets de logements sociaux, par exemple, puisqu'on propose aussi des fonds en immobilier. Donc on est sur la diversification. Là, on n'est plus sur les marchés financiers, on est sur de l'immobilier, des infrastructures, comme vous le disiez, où là on essaye
d'avoir une décorrélation par rapport au marché financier et d'avoir de l'impact via d'autres classes d'actifs. Justement, pardon. Non, bah là, j'allais dire, du coup, si on parle de ça. Justement, si on parle un petit peu des autres classes d'actifs, comment justement, voilà, quand on reprend la pyramide du patrimoine, comment voilà, on met du vert un petit peu dans tout ça. C'est un peu l'objectif de cette petite pyramide-là que vous connaissez peut-être déjà. Je pense que d'ailleurs, lors du dernier webinaire, Félix a peut-être fait. On l'aime bien. Donc, c'est un peu la pyramide de Maslow de l'épargne. Le but, c'est de dire, voilà, quand on construit son portefeuille d'épargne en tant qu'investisseur, il y a plusieurs étapes, entre guillemets, à respecter. Et avant toute chose, en général, le bon réflexe, c'est, quelles sont nos charges fixes, donc de résidence principale notamment, donc soit tous les mois notre loyer ou tous les mois notre remboursement d'emprunt si on est propriétaire de sa résidence principale. Ensuite, une fois qu'on a ça qui est sécurisé, qu'on a un toit sur la tête, quelle est son épargne de précaution, avoir un peu d'argent de côté sur des comptes bancaires, des livrets, etc. pour les sujets de la vie, quoi, entre guillemets. Là-dedans, déjà, il y a des livrets, donc des solutions qui sont accessibles, qui sont liquides, etc., qui ont des rémunérations qui sont faibles, mais qui peuvent derrière aussi avoir des stratégies d'investissement responsable. Nous, chez Goodvest, on a un livret qui est un livret durable, un livret vert, qui est à la banque CFCAL Bank, et en l'occurrence, qui est une filiale du Crédit Mutuel Arkea, et en l'occurrence, CFCAL Bank, le livret durable qu'on distribue, le livret Goodvest, c'est un livret qui derrière va aller financer de l'achat de biens énergétiques, de logements, avec des scores énergétiques très bons, donc par exemple des DPE A, B, C, ou alors de la rénovation de logements. Parce que c'est pas ce que font les autres livrets de développement durable dans les autres banques, comme la BNP, les livrets classiques, on va dire, juste un livret bancaire, si vous ouvrez. Livret A, classique. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les livrets A et les livrets LDDS. Ça, c'est des livrets réglementés. Réglementés, ouais. Donc, justement, en gros, vous allez l'ouvrir dans votre banque, mais derrière, il y a des règles fixées par l'État. Donc, par exemple, le livret A, vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes à la Société Générale, vous pouvez ouvrir votre livret A à la Société Générale. Il y a une partie qui est contrôlée par l'État, entre guillemets, et qui est dédiée par l'État à certains investissements, et une partie derrière qui est investie par votre banque. Et derrière, la banque, elle a aussi des obligations, un taux des taux d'intérêt qui sont décidés par l'État, donc que la banque ne décide pas, et des contraintes de plafond, par exemple, maximal, etc. Donc, il y a des contraintes de l'État, mais chaque banque peut distribuer son propre livret A, entre guillemets. Voilà. Pareil pour le LDDS, pardon. Donc ça, en fait, on a des critères qui sont définis par l'État, mais derrière, il y a très peu de traçabilité et de transparence. Et en plus, au-delà de ça, c'est l'État qui va décider qu'est-ce qui est finançable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, par exemple, sur le livret A, il y a eu beaucoup de débats ces dernières années parce que l'État a décidé d'intégrer, là, il y a quelques semaines d'ailleurs, potentiellement du nucléaire dans le livret A, donc d'augmenter le financement du nucléaire. Alors, le nucléaire fait débat, notamment sur l'aspect responsable, parce qu'il y a des gens qui sont totalement pour, des gens qui sont totalement contre. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'État a décidé qu'on allait financer le nucléaire et, entre guillemets, si vous avez un livret A, vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Il y avait également un sujet sur la défense, puisque l'État voulait également financer la défense à travers son livret A. Il y a des investisseurs qui sont absolument pas OK avec le fait de financer la défense via leur épargne. Et donc, dans ces cas-là, mais en fait, avec le livret A, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, si vous ouvrez un livret A, vous n'avez pas la main derrière sur ce que vous allez financer. Ensuite, il y a une autre chose qui sont les livrets non réglementés. Donc, ça, c'est les livrets bancaires qui sont vraiment créés par votre banque, donc la Société Générale, la BNP, peu importe. Et là, c'est vraiment la banque, pour le coup, qui choisit entièrement ce qu'elle fait de votre argent. Elle s'engage uniquement à vous garantir le montant qui est investi dessus et à vous verser les intérêts. Et ensuite, derrière, en termes de traçabilité, là, on est vraiment sur quelque chose qui est très compliqué à tracer, puisque ça va rentrer dans les actifs de la banque, et ensuite, c'est la banque qui fait un peu sa tambouille, en quelque sorte, pour vous générer des intérêts et elle, gérer ses besoins de liquidité. Nous, en l'occurrence, c'est un livret donc non réglementé, ce dont on parle, mais qui est un livret non réglementé qui, justement, a restreint son périmètre d'investissement en disant, on va pas investir dans tout ce qu'on veut, on va investir spécifiquement dans la rénovation énergétique et le financement de biens énergétiques à faible DPE. Voilà. Et ça, il y a le détail des projets financiers qui est publié chaque année par la banque avec le détail. Et ça peut être utilisé en tant qu'épargne de précaution comme un livret sécurisé qui est un livret quand même réglementé ou sur lequel, si un jour
Enfin voilà, normalement l'État, si la banque fait faillite, entre guillemets, l'État remet la main à la poche pour à hauteur de 100 000 euros, je crois. Bon, après, c'est un débat de savoir si ou pas. Mais est-ce que vous pouvez, enfin, quand on investit dans ce type de livret-là, ça peut fonctionner comme épargne de précaution? Complètement. C'est des livrets qui, du coup, ne sont pas réglementés par l'État, donc il n'y a pas de règles fixées par l'État. En revanche, il y a aussi moins d'avantages potentiellement de fiscalité, puisque le livret A ou le LDDS aujourd'hui ne sont pas imposés fiscalement, là où les livrets classiques sont, eux, imposés. Même si ça reste des livrets qui versent des intérêts, etc. Et on a les mêmes conditions derrière de garantie, 100% liquide, etc. Et donc, ça remplit entièrement le rôle d'épargne de précaution. Et derrière, on a la même protection à hauteur de 100 000 euros du fonds de garantie des dépôts. Voilà. Donc, on est sur des approches qui sont similaires, des épargnes de précaution, mais derrière sur des financements qui ne sont pas les mêmes. Donc, déjà, rien qu'à ce niveau-là de l'épargne de précaution, en cas de galère de la vie, on a déjà un premier niveau où on peut réorienter un peu son épargne de précaution en se disant ok, j'ai besoin d'avoir de l'argent disponible rapidement, mais je peux choisir quand même de le mettre sur un livret qui spécifiquement est orienté quand même, permet de financer des investissements avec lesquels je suis plus alignée. Au-dessus de ça, on peut aussi investir, si on monte encore un peu dans la pyramide, dans de l'immobilier. Donc de l'immobilier, il y a quand même un côté concret derrière, un côté matériel qui fait qu'il y a une sécurité supplémentaire et que c'est beaucoup moins volatile, les variations vont être beaucoup moins fortes que celles de la bourse. Et là, encore une fois, dans l'immobilier, il y a de tout. Il y a des fonds immobiliers qui vont aller investir dans des centres commerciaux, et il y a des fonds immobiliers qui vont aller investir dans la rénovation énergétique des logements, dans du recyclage urbain pour répondre à la pénurie de logements et créer des nouveaux logements à bas prix. Il y a des fonds qui vont faire du solidaire et qui vont sous-louer des entrepôts, par exemple, à des entreprises responsables, à des associations. Enfin voilà, il y a de tout en fait. L'idée, c'est juste que derrière, on achète un bien immobilier, mais ensuite, à quoi sert ce bien immobilier? Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Il y a de tout. Et il y a des fonds aujourd'hui immobiliers, notamment ce qu'on appelle des SCPI, qui permettent d'investir dans une petite portion de ces actions-là, de ces actifs-là. Le fonds, lui, va investir dans, 20 immeubles. Et vous, en tant qu'investisseur, vous allez acheter une part du fonds. Et donc, vous allez indirectement investir dans une toute petite portion de chacun de ces 20 immeubles. Donc, ça vous permet d'investir dans quelque chose de réel, de tangible. Mais sans les inconvénients de gérer toi-même ton immeuble, quoi. Exactement. Et dans ce cas-là, encore une fois, vous pouvez faire le choix de choisir des sociétés de gestion qui vont s'orienter vers ce bâtiment, cette décarbonation du bâtiment qui est aujourd'hui, le bâtiment est un des secteurs les plus émetteurs et les plus plus clés pour la transition. Parce que la consommation énergétique, l'isolation, etc. Les passoires énergétiques, c'est une catastrophe. Exactement. Donc déjà, ça c'est encore un niveau supplémentaire. Donc au niveau de l'immobilier, vous pouvez très bien choisir d'orienter votre épargne de manière plus responsable. Au niveau de la bourse, là on en a déjà beaucoup parlé. Il y a l'utilisation de critères des ESG, l'utilisation des labels, l'utilisation de toutes ces réglementations-là. Je vais pas parler de la réglementation SFDR, mais ça aussi c'est une réglementation qui existe, qui classifie un petit peu les fonds en fonction de leur niveau d'exigence en termes de publication, de reporting, etc. Donc là aussi, on peut faire un effort au niveau de la bourse, même si évidemment, la bourse, on finance l'économie mondiale et on finance des entreprises qui sont cotées en bourse, donc c'est déjà des entreprises qui sont très importantes. On n'est pas du tout sur du petit financement, de petites startups clés à impact. C'est pas ça dont il s'agit, mais c'est un élément de diversification, etc., qui est extrêmement important quand vous voulez constituer une épargne pour potentiellement payer les études de vos enfants dans 15 ans ou acheter votre résidence principale ou préparer votre retraite ou que sais-je. C'est un socle clé quand même de la diversification de son épargne. Et ensuite, encore au-dessus, on a les actifs non cotés. Alors, l'immobilier en fait partie, mais au sens large, souvent quand on parle d'actifs non cotés, là, on parle vraiment d'aller investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, parfois des PME, des ETI, des startups qui, derrière, elles vont générer un impact. Et alors là, il y a énormément de fonds de private equity aujourd'hui qui investissent dans justement la transition et qui ont des politiques de sélection des entreprises derrière qui sont hyper poussées et donc qui vont aller par exemple financer et là pareil sur le sujet de la santé, pour le coup il y a aussi dans la medtech, etc., des fonds d'investissement de non cotés qui vont être hyper intéressants sur ces sujets-là et qui vont être très poussés d'un point de vue impact. Et je parlais au début de
faut pas confondre investissement à impact et investissement durable ou responsable. L'impact, c'est vraiment une démarche un peu plus proactive qui est vraiment plus poussée dans pas seulement minimiser la casse, mais vraiment on va faire pencher la balance de l'autre côté, quoi. Exactement, développer des solutions innovantes, etc. Et là, sur les actifs non cotés, on est vraiment sur un impact qui est beaucoup plus élevé. Et en termes de performance, je pense que c'est aussi un sujet intéressant de discuter. Est-ce qu'on sacrifie la performance quand on investit de manière responsable? Typiquement, sur des actifs non cotés, même dans les années de crise, on est sur le principe de l'actif non coté, c'est de dire qu'on n'est pas dépendant de la bourse, puisqu'on n'est pas coté en bourse. Donc, en fait, on a une volatilité qui est beaucoup plus faible, on est sur un horizon qui est beaucoup plus long. Et donc, ce qui compte derrière, c'est vraiment la technologie, l'entreprise. Le sous-jacent, comment c'est ça, ce qu'ont les développeurs, les CEO ont réussi à monter leur boîte, quoi. Exactement, et adresser leur marché, etc. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a clairement un marché sur ces sujets de développement santé, sur ces sujets de développement de la transition énergétique, etc. Et donc là, on est sur des actifs qui sont du coup beaucoup plus risqués, parce que souvent on va aller financer des entreprises qui sont en cours de développement et qui ont des potentiels de croissance qui sont très importants, donc des potentiels de rendement qui sont souvent plus élevés, mais aussi des risques de pas trouver leur marché, tout simplement, de potentiellement faire faillite ou juste ne pas se développer autant qu'elles auraient souhaité. Et donc un niveau de risque qui est plus élevé. C'est pour ça que c'est situé évidemment en haut de la pyramide de l'épargne, mais où on peut aussi aller générer un impact hyper important. Plus important, quoi. Donc, sur la pyramide, à tous les niveaux, quel que soit notre niveau de richesse, entre guillemets, et de patrimoine financier, quel que soit notre appétence au risque, il y a certaines personnes qui ont très peur de prendre du risque avec leur argent, qui ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent et qui vont uniquement aller avoir de l'épargne de précaution et un peu d'immobilier. Même à ce niveau-là, on peut déjà essayer de choisir, de faire des choix, entre guillemets, qui sont dans le sens de ses valeurs personnelles, quoi. Donc, de façon un peu macro, est-ce que vous avez le sentiment que ces investissements verts progressent de plus en plus, que c'est juste une mode? Est-ce que ça va un peu plus loin de ce que vous pouvez vous observer sur le terrain? Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, on entend beaucoup parler ces dernières années, là, surtout l'année dernière, de backlash ESG, etc. Je le disais, par exemple, il y a beaucoup de fonds qui changent leur nom et qui avant prétendaient être ESG ou responsables et qui maintenant ne le prétendent même plus. Donc on peut avoir un peu l'impression parfois, surtout l'année dernière, la défense a très bien performé, les énergies fossiles aussi. On peut avoir l'impression qu'en fait l'ESG c'était un peu une mode, une passe. C'est des actifs qui en 2020 notamment ont extrêmement bien rebondi après la période du Covid, qui ont une année de performance vraiment excellente en 2020, qui ont connu des années plutôt positives ces dernières années et un gros développement. Et où là, depuis un an ou deux, on voit que l'intérêt est quand même un peu retombé, entre guillemets, et où en fait, sur vraiment les fondamentaux des marchés financiers, les sociétés de gestion s'y intéressent moins, etc. En réalité, nous, on voit quand même des fondamentaux qui sont bons. Déjà parce qu'il y a une demande de la part des investisseurs. Nous, on voit, au quotidien, on a quand même une collecte et des investisseurs et des nouveaux clients qui arrivent chaque jour et on se rend compte qu'il y a un intérêt qui est pas du tout décroissant de la part des épargnants individuels. Ça, c'est une première chose. Et même au sein du secteur financier, typiquement, les green bonds, donc c'est des obligations vertes. Qu'est-ce que c'est des obligations vertes? En gros, c'est des prêts qui sont émis par des entreprises. Et spécifiquement, une obligation verte, c'est un prêt qui est émis pour financer spécifiquement une activité qui est considérée comme verte. Donc, par exemple, Total Energy peut émettre des obligations. Donc, c'est juste dire, on emprunte de l'argent aux investisseurs pour financer notre activité. Et ils peuvent aussi émettre des obligations vertes en disant j'emprunte de l'argent aux investisseurs pour financer des nouveaux panneaux solaires. Alors nous, et ça, c'est normé, ça. C'est-à-dire que s'ils disent c'est une obligation verte, ils sont obligés d'aller mettre cet argent-là dans les panneaux solaires. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle, il y a des process de contrôle qui sont relativement limités, mais en revanche, il y a des guidelines et des réglementations internationales, notamment des règles et des guidelines qui ont été créées par l'ICMA. Et ça, c'est des guidelines qui sont très claires où on dit les titres dans lesquels vous avez le droit d'investir, ceux dans lesquels vous n'avez pas le droit d'investir. Ensuite, derrière, il n'y a pas de contrôle qui est réalisé, il n'y a pas d'autorité de contrôle qui est chargée de vérifier que les fonds sont bien utilisés pour ce pourquoi ils devaient être utilisés. Mais en revanche, les banques s'engagent à dire moi, je vais respecter ces guidelines-là ou pas.
Donc derrière, elles sont censées respecter voilà. Et il y a des rapports évidemment qui sont édités qui détaillent dans quoi elles ont investi. Donc en réalité, a posteriori, on peut aussi se rendre compte, est-ce qu'elle a respecté ces critères-là. Donc voilà, il y a des guidelines très claires et détaillées qui définissent ce dans quoi les banques ont le droit d'investir ou pas, ou les entreprises quand elles émettent des obligations vertes. Nous, dans notre approche, évidemment, on va notamment regarder est-ce que c'est une obligation verte, mais aussi qui l'a émis. Donc par exemple, Total Energy, nous, on l'exclut. Donc en fait, que ce soit des obligations vertes ou pas, on s'en fiche. On considère que l'entreprise en elle-même n'est pas dans une démarche de transition, donc on ne veut pas financer ces obligations vertes. Mais par contre, je sais pas, une entreprise qui fait des voitures peut émettre une obligation verte, par exemple, pour financer la recherche dans les batteries. Bon, ça, par exemple, nous, on pourra aller financer. Et ces obligations vertes-là, évidemment, c'est quelque chose qui est hyper important pour la transition parce que ça permet de dire, OK, c'est des entreprises de tous les secteurs qui émettent des obligations, qui réalisent des prêts, mais ces prêts-là, ils vont être spécifiquement fléchés vers des sujets de durabilité. Et ça c'est globalement des encours qui augmentent de manière massive. Je crois qu'entre 2023 et aujourd'hui, on a fait globalement x2 quasiment sur les émissions d'obligations vertes. Donc les entreprises émettent de plus en plus d'obligations vertes. Donc ça, par exemple, c'est un signal qui dit, OK, on a un backlash ESG, OK, on a certaines réglementations où parfois on peut faire machine arrière, etc. Mais on a aussi plein de choses qui vont dans le bon sens. Je le disais, l'ESMA qui a fait des réglementations sur les noms des fonds. Donc on n'a plus le droit de faire ce qu'on veut avec les noms des fonds. On a la réglementation SFDR qui évolue aussi. On a le label ISR qui a intégré des exclusions supplémentaires en 2024 et donc qui va quand même dans un sens de plus de durabilité et plus d'exigence. Donc on a un peu les deux sons de cloche. Nous, on se rend compte quand même que, on est convaincus, et évidemment, c'est notre cœur de métier, donc forcément, on est convaincus de ça, mais clairement, l'investissement responsable, c'est un peu une évidence à long terme, et que c'est pas quelque chose il y a des perspectives, quoi, évidemment. Mais c'est vrai que si on écoute le bruit à court terme, on peut penser que, entre guillemets, le ESG, ça ne marchera jamais. Et... C'est quelque chose qui a déjà été, qu'on m'a déjà fait remarquer, quoi. En me disant, moi, j'ai déjà ouvert un truc chez Goodvest. Quand on voit la performance du fonds par rapport au S&P 500, on a un petit peu mal, quoi. Alors oui, effectivement, après, le S&P monte, il descend, et c'était juste peut-être pas le bon momentum de marché, effectivement. Au-delà de ça, typiquement, le S&P 500, nous, d'ailleurs, j'ai fait avec Félix un webinaire il y a quelques semaines, quelques jours, la semaine dernière même, sur justement les marchés, les performances de nos portefeuilles, etc. Et globalement, revenir un peu sur tout ce qui s'est passé en 2025. Et en fait, effectivement, on a des clients qui nous font ce genre de retour. Et c'est hyper intéressant parce que le S&P, par exemple, il y a des gens qui pensent que, on investit en bourse, etc. Le S&P, c'est un des plus gros indices américains, mais c'est un indice qui est extrêmement concentré sur quelques valeurs américaines, en l'occurrence des valeurs de la tech. Donc, en gros, vous allez financer Nvidia, vous allez financer Google, vous allez financer, voilà. Et donc, ça, c'est des entreprises qui, par ailleurs, peuvent parfois faire des activités qui sont bien, etc. Mais c'est extrêmement concentré. Donc, sur la diversification des secteurs, on n'y est pas du tout. Donc, à long terme, effectivement, c'est un indice qui performe très bien. Sur l'aspect impact ESG, alignement de trajectoire, clairement, on est complètement en dehors des clous. Et en plus, on compare souvent un peu des choux et des carottes. C'est qu'on se dit, le S&P 500, il a fait plus 20%, et mon assurance du Goodvest, elle a fait plus 2%. Voilà. En fait, on n'investit pas du tout dans la même chose. L'assurance du Goodvest, elle va mélanger des actions et des obligations. Le S&P 500, c'est uniquement des actions. On est sur une assurance vie avec plein de zones géographiques. Le S&P 500, on est sur uniquement les États-Unis. Enfin, voilà. En fait, on compare parfois un peu des choux et des carottes, où évidemment, on parle de choses qui sont différentes et qui ne sont pas comparables. Maintenant, effectivement, parfois, quand on regarde des indices mondiaux qui font des performances à 2 chiffres et ce tous les ans depuis 10 ans, on se dit, en fait, à côté, moi, en investissant responsable, je fais un sacrifice sur la performance. Il faut prendre du recul, il faut se dire qu'on est sur un investissement qui est diversifié et qui, en fonction des années, va avoir une performance qui varie beaucoup et on réfléchit sur du long terme, quoi. Et aussi d'où l'importance, encore une fois, de diversifier avec tout ce que je disais, de l'immobilier, des infrastructures, et tout ça, c'est important aussi pour diversifier. On pense aussi notre avenir. Et puis, moi, c'est quand même une thématique qui a été souvent ressortie sur mon lectorat où clairement, les soignants, on voit tous les jours les impacts que peuvent avoir l'environnement sur la santé de nos patients, sur la santé mentale aussi, de la gouvernance des entreprises. On
enfin moi je vois pas comment on peut investir après derrière dans ces mêmes causes qui ont entraîné les conséquences qu'on voit nous au quotidien. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un peu moins de performance, mais peut-être que derrière, voilà, on peut quand même avoir des choses intéressantes. Et encore une fois, sur la performance, aujourd'hui, il y a des méta-analyses. Donc, en gros, le principe des méta-analyses, c'est vraiment, je pense qu'en tant que soignant et potentiellement certains chercheurs, etc., c'est à peu près ce que c'est. Mais l'idée, c'est de réunir plein d'analyses et plein d'études qui ont été menées sur un même sujet pour, en gros, condenser un peu le niveau de la science et dire, bon, bah voilà, globalement, toutes ces études, est-ce qu'elles vont dans le même sens ou pas dans le même sens? Parce que selon la méthode, forcément, certaines études vont dire blanc et d'autres vont dire noir. Et globalement, certaines méta-analyses qui ont été menées sur le sujet des performances, justement, d'investissement responsable ont tendance à montrer que globalement, la performance est plutôt meilleure et parfois peut être moins bonne, mais en moyenne, elle est plutôt meilleure. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai un petit graphique. Par exemple, là, on met l'évolution du MSCI Europe, donc c'est un indice qui est un des principales actions européennes, ESG Leaders. Donc ESG Leaders, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise un score ESG et on prend les meilleurs. Donc encore une fois, c'est pas un fonds qui est pur transition, qui est pur impact. Mais on est quand même sur, OK, si on prend 100 entreprises, on prend celles qui sont les meilleures d'un point de vue ESG, elles performent mieux, là, sur 10 ans, par rapport au MSCI Europe, sans prendre en compte les critères ESG. Donc, encore une fois, à long terme, on a quand même des tendances où on a une prise en compte de certains critères qui permet, en fait, de générer de la performance à long terme. Forcément, à court terme, parfois, voilà. Regardons loin et pas seulement le cours de bourse sur notre smartphone. Il faut aussi, évidemment, se poser la question de nous en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qu'on a envie, quoi. Valeur, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Est-ce que pour nous, en fait, faire peut-être un petit peu moins de performance certaines années et avoir une volatilité qui est potentiellement plus élevée, mais en fait derrière se sentir à l'aise avec ce qu'on fait avec notre argent, c'est plus important pour nous. Est-ce que on veut quand même pas faire n'importe quoi avec notre argent, mais bon, on veut quand même de la performance, donc on est prêt à investir relativement responsable, mais on n'est pas non plus des fanatiques de l'impact à se dire oh là là, je veux pas investir dans la moindre entreprise qui a la moindre activité néfaste. En fait, c'est à chacun aussi de se placer sur le curseur de niveau d'engagement qu'on est prêt à prendre et du niveau d'exigence qu'on a par rapport à la performance, au risque, etc. Et voilà, après, il faut aussi pas se comparer à des indices qui eux, n'ont pas du tout cette notion de durabilité, puisque évidemment, quand on cherche et de la performance et financière et de la performance extra-financière, bah forcément, ça peut parfois, certaines années, entrer en contradiction. Et ça, c'est encore une fois important de se projeter sur du long terme pour éviter d'écouter les bruits du marché de manière annuelle. Très bien. Bah, hyper clair. Est-ce que vous aviez préparé peut-être d'autres choses que vous voulez qu'on aborde là? Je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les questions que j'avais envie de vous poser. Ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et encore une fois, moi, je pense que c'est Avec plaisir. Moi, je regarde un peu sur les petites slides là qu'on avait préparées, mais je pense que globalement, on a abordé la plupart des sujets. Après, voilà, c'est des sujets dont on pourrait parler des heures et des heures. Mais on pourrait faire 2 heures dessus, mais c'est sûr que, en tout cas, c'est une thématique qui est porteuse, qui est beaucoup plébiscitée, comme je vous disais tout à l'heure, par mes auditeurs et mon lectorat, par la position qu'on a tous. Et je pense que c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village, de dire qu'investir responsable, c'est pas forcément faire une croix sur la performance, mais c'est aussi pas non plus d'être dans l'espèce de dictature, c'est-à-dire de se dire qu'il faut absolument toujours faire tout responsable, à 100% de mon portefeuille doit être responsable. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais en introduction, chacun a sa définition de responsable. En fait, en réalité, peut-être que, en étant soignant, évidemment, vous pouvez avoir une sensibilité particulière au sujet de santé ou au sujet humain en général. Là où quelqu'un qui travaille dans les énergies renouvelables, en fait, va avoir une conscience énorme des enjeux d'électrification, etc. Et il va peut-être être beaucoup moins sensible aux sujets sociaux. Enfin, en fait, chaque personne a sa notion différente de responsable. Chaque personne a son niveau d'exigence qui peut être différent. Et donc, faut aussi relativiser et se dire, voilà, je veux épargner et je veux quand même investir et gagner de l'argent. Maintenant, à quel point est-ce que je suis prêt à investir dans des multinationales, par exemple? À quel point c'est responsable ou pas selon moi? À quel point est-ce que je suis à l'aise avec ça et ça va pas m'empêcher de dormir la nuit, quoi?
Et en même temps, il ne faut pas non plus se mettre en difficulté financière en se disant je ne veux pas financer l'économie parce qu'aujourd'hui les multinationales c'est toutes des grands méchants et donc je vais mettre mon argent en billets sous mon matelas et pas investir parce que justement je veux pas financer des grands méchants. Voilà, je pense qu'on peut trouver un équilibre entre les deux, de se dire on essaye de favoriser les entreprises qui font les choses bien, on essaye de financer les entreprises qui sont plus innovantes, on essaye de financer des biens immobiliers qui se décarbonent au maximum, des infrastructures de transition énergétique. À côté de ça, on va aussi diversifier notre épargne en investissant dans des entreprises qui peut-être ont un impact qui est modéré, entre guillemets, dans des banques qui sont pas forcément des banques extrêmement durables, mais qui sont pas non plus des banques qui financent des projets écocides. Trouver aussi un équilibre de se dire c'est OK pour moi de financer des entreprises qui sont pas forcément clés pour la transition ou qui sont pas forcément clés sur les sujets sociaux parce qu'elles sont pas non plus néfastes. Et qu'en gros, tant que j'exclus les entreprises néfastes, je suis satisfait avec ce que je fais de mon épargne et je remplis à la fois mon objectif de durabilité et mon objectif d'épargner tout simplement et de générer du rendement, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis en équilibre avec mes valeurs, quoi. C'est ça. C'est vraiment important pour chaque personne de se poser des questions de quel sacrifice je suis prêt à faire pour être en accord avec mes valeurs ou pas, quoi. Ça, c'est très personnel. Ouais, complètement. C'est un chouette mot de conclusion. Super, merci beaucoup Guillaume. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est super sympa. Voilà, je vais monter tout ça et puis je ferai une diffusion de toute façon via la newsletter et puis évidemment sur la chaîne YouTube et sur les autres réseaux, LinkedIn et autres. Super. Donc, voilà, chouette, merci beaucoup. Et puis, bon courage, bon vent, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de projets nouveaux là, qui arrivaient chez Goodvest. Ouais, on s'ennuie pas. Là, le nouvel fonds d'assurance vie que vous avez monté, c'est chouette avec Team for the Planet. Là. Donc, ouais, c'est super. C'est un beau projet, on est super content de ce projet-là. On a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ouais, on a des beaux projets qui arrivent, on est content, on s'ennuie pas. Non, ça a l'air en tout cas. Merci beaucoup du temps passé. Merci et puis, à bientôt.